Je m'appelle Miller et à 32 ans, j'ai passé 8 ans à construire une carrière de développeur de logiciels tout en regardant ma sœur Nathalie recevoir d'infinies faveurs. En grandissant, le schéma était clair, elle était l'enfant chéri, j'étais l'oublié. Grâce à la discipline et au sacrifice, j'ai réussi à économiser près de 175 000 $ jusqu'à ce que Nathalie décide qu'elle y avait droit. Ce qui a suivi a été la trahison familiale ultime qui m'a forcé à choisir entre mon avenir et leur approbation. Avant de vous raconter comment toute ma famille s'est retournée contre moi, faites-moi savoir d'où vous regardez et cliquez sur ce bouton d'abonnement si vous avez déjà dû tenir tête à des membres de votre famille qui se croyaient tout permis. J'ai grandi dans une banlieue de classe moyenne à environ 20 miles de Boston. Sur le papier, nous étions la famille américaine par excellence. Papa a gravi les échelons jusqu'à devenir cadre intermédiaire dans une banque régionale, fier de son bureau d'anglais de sa voiture de fonction. Maman enseignait en 3e année à l'école primaire locale, aimait des élèves et des parents pour ses méthodes d'enseignement créatives. Notre maison coloniale de 3 chambres, avec son petit jardin bien entretenu, niché dans un quartier où les enfants faisaient du vélo jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. De l'extérieur, le portrait de la famille Carlson semblait parfaitement normal. 2 parents qui travaillent, 2 enfants, un chien nommé Rusty et des barbecues dans le jardin les week-ends d'été. Mais à l'intérieur de ces murs, la dynamique était tout sauf équilibrée. Depuis mes plus lointains souvenirs, le favoritisme envers ma sœur Nathalie était subtil mais indéniable. Quand elle avait 13 ans et moi 10, elle avait des tenues neuves pour l'école tandis que je portais les vêtements usagés de mes cousins. Papa expliquait cela par des excuses pratiques, les vêtements de filles ne peuvent pas vraiment être transmis, Miller. Sois pratique. Maman ajoutait, Nathalie doit s'intégrer à ses amis. Tu sais comment sont les filles de cet âge. Leur calendrier avait toujours de la place pour les événements de Nathalie. Mes parents ne manquaient jamais ces spectacles de chorale ou ces matchs de football, assis au premier rang, enregistrant chaque instant. Pendant ce temps, mes compétitions académiques ou mes matchs de baseball étaient fréquentés sporadiquement, voire pas du tout. Il y avait toujours une raison, papa avait une réunion importante, maman avait des copies à corriger. J'ai appris à leur parler de mes événements à la dernière minute, m'épargnant la déception de m'attendre à ce qu'ils viennent. Le schéma a atteint son paroxysme lors de ma remise de diplôme du lycée. Je devais recevoir un prix pour mes résultats exceptionnels en informatique, quelque chose pour lequel j'avais travaillé pendant 4 ans. Au milieu de la cérémonie, j'ai regardé depuis la scène mes parents se faufiler par la porte arrière. Plus tard, j'ai appris qu'ils étaient partis pour se rendre au récital de danse de Nathalie de l'autre côté de la ville. Quand je suis rentré à la maison, encore dans ma toge de diplômé, la maison était vide. Une note griffonnée à la hâte sur le comptoir de la cuisine disait « Félicitations. Reste dans le frigo. » On a dû emmener Nat dîner pour fêter ça avec ses amis de danse. Ne nous attends pas, cette nuit m'a façonné plus qu'ils ne le sauront jamais. Je me suis assis seul sur notre porche arrière, toujours dans mes vêtements de diplômé, et je me suis fait une promesse. Je construirai ma vie sans rien attendre de personne. L'indépendance n'était pas seulement un objectif, c'est devenu mon bouclier. J'ai eu mon premier emploi à 16 ans, travaillant le week-end à Comp, le magasin d'électronique local. Pendant que mes amis passaient leur samedi au centre commercial, j'apprenais les composants informatiques auprès de Gary, le directeur bourru mais compétent qui a reconnu ma curiosité. Après les heures de travail, il me laissait démonter et remonter les modèles d'exposition qui ne se vendaient pas bien. « Tu as l'esprit pour ça », disait-il, ce qui signifiait plus pour moi que n'importe quel compliment à moitié sincère que mes parents m'aient jamais offert. Le lycée est devenu simplement une obligation diurne. Les soirées et les week-ends étaient consacrés à l'apprentissage autodidacte de langage de programmation à travers des livres de bibliothèque et les premiers forums Internet. Ma chambre s'est transformée en un atelier de pièces détachées d'ordinateurs et de manuels de programmation. Maman se plaignait du désordre, mais n'interférait jamais. Mon espace était le seul domaine où j'avais une autonomie complète. Quand la saison des candidatures à l'université est arrivée, le contraste entre l'expérience de Nathalie et la mienne n'aurait pas pu être plus frappant. Mes parents avaient contribué au fonds d'études de Nathalie depuis sa naissance. Plusieurs visites de campus ont été organisées pour elle, des photos professionnelles prises pour les candidatures et un tuteur de préparation au SAT embauché malgré son intérêt médiocre pour les études. Pour moi, la conversation a été brève. L'université d'État a un bon programme d'informatique et tu peux vivre à la maison pour économiser de l'argent. Le message tacite était clair. Les ressources familiales étaient allouées ailleurs. J'avais des plans différents.
Grâce à des études acharnées et à ces mêmes compétences en programmation que je m'étais enseigné, j'ai obtenu une bourse au mérite pour le programme d'ingénierie de l'Université d'État. Le jour où la lettre est arrivée, maman a dit qu'elle était fière mais a rapidement changé de sujet pour s'inquiéter des futures décisions universitaires de Nathalie. Papa a simplement hoché la tête et a demandé si la bourse couvrait le logement et la nourriture. Ce n'était pas le cas, mais j'avais déjà calculé exactement combien d'heures je devrais travailler pour me permettre un appartement en colocation près du campus. L'université a continué sur le même schéma d'autonomie. Je travaillais 25 heures par semaine au service informatique de l'université tout en suivant un programme de cours complet. Les vacances signifiaient prendre des gardes supplémentaires pendant que les autres étudiants rentraient chez eux. Pendant ce temps, Nathalie fréquentait une coûteuse université privée d'arts libéraux à 3 états de là, son appartement entièrement meublé par nos parents, ses dépenses mensuelles couvertes par leur carte de crédit. Ta sœur n'est pas aussi naturellement capable que toi, expliquait maman lors de rares conversations téléphoniques. Elle a besoin de plus de soutien pour s'épanouir. Après l'obtention de notre diplôme, nos chemins ont divergé encore plus radicalement. J'ai décroché un poste chez TechFusion, une société de logiciels en pleine croissance à Boston. Le salaire de départ n'était pas impressionnant, mais le potentiel de croissance l'était. J'ai loué un modeste appartement d'une chambre dans un quartier peu à la mode et j'ai conduit la même Honda fiable que j'avais achetée à l'université. Chaque salaire était méticuleusement alloué, nécessité, fonds d'urgence, compte de retraite et mes économies en constante augmentation. Le parcours post-universitaire de Nathalie ressemblait à un jeu coûteux de saute-mouton professionnel. D'abord, son poste de coordinatrice marketing dans un magazine de mode, qu'elle a quitté après 6 mois parce que son patron étouffait sa créativité. Ensuite, nos parents ont payé pour qu'elle suive un programme de design d'intérieur, qu'elle a abandonné à mi-parcours après avoir décidé que ce n'était finalement pas sa passion. Un bref passage dans la vente pharmaceutique s'est terminé lorsqu'elle n'a pas pu atteindre les objectifs trimestriels. Maintenant, elle travaillait dans une agence immobilière de luxe, un emploi qu'elle occupait depuis près de 11 mois, sa plus longue période d'emploi à ce jour. Pendant qu'elle changeait de carrière et d'appartement, je maintenais le cap. Mon style de vie est resté modeste malgré les promotions et les augmentations de salaire. Mon appartement était fonctionnel plutôt que à la mode. Ma garde-robe se composait de basiques qui ne feraient pas sourciller au bureau, mais ne feraient pas tourner les têtes non plus. Le seul luxe que je me permettais était un voyage de randonnée annuel dans les parcs nationaux où je me déconnectais complètement pendant une semaine. Mes collègues me taquinaient parfois sur mes habitudes frugales, mais j'avais une feuille de calcul qu'ils ne voyaient pas, une qui suivait mes investissements, mes économies et mon calendrier prévisionnel d'indépendance financière. Mon but ultime n'était pas les voitures de luxe ou les marques de créateurs. Je rêvais d'atteindre un point où je pourrais créer ma propre société de conseil en logiciel ou financer une start-up technologique sans que les investisseurs ne contrôlent ma vision, peut-être même prendre ma retraite anticipée et voyager beaucoup, une liberté qui nécessitait du capital et de la discipline. Désormais, les réunions de famille devenaient des exercices d'esquive. Papa s'informait de mon travail avec un vague intérêt, son attention ne s'éveillant que lorsqu'il s'agissait de discuter d'éventuelles augmentations de salaire. Toujours dans la même entreprise, hein? Pas d'ambition de monter dans une de ces grandes entreprises de technologie? L'argent est bien meilleur. Il n'a jamais vraiment compris que la stabilité et la croissance à long terme dans une entreprise qui respectait l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée correspondaient parfaitement à ma stratégie financière. Maman examinait mes vêtements pratiques et ma coupe de cheveux avec une légère déception, suggérant parfois que je profite un peu de la vie, ou se demandant à voix haute si je sortais avec quelqu'un qui pourrait apporter un peu d'excitation dans ma vie. La suggestion que mon approche méthodique de la vie indiquait un manque plutôt qu'un choix délibéré était un courant sous-jacent constant. L'approche de Nathalie vis-à-vis de ma discipline financière a évolué de dédaigneuse à autoritaire au fil des ans. Au début, elle plaisantait sur le fait que j'étais radin ou ennuyeux. Plus tard, elle a commencé à laisser entendre que je devais aider la famille chaque fois qu'elle rencontrait des difficultés financières. Les petits prêts demandés sont devenus des prêts plus importants attendus. 100 $ pour des réparations de voitures imprévues sont devenus 500 $ pour le loyer lorsqu'elle a décidé de prendre une semaine de congé sans solde. Le délai de remboursement s'est étiré de « la semaine prochaine » à « quand les choses se calmeront » pour finalement ne plus être mentionné du tout. J'ai maintenu des limites prudentes, aidant parfois pour des dépenses vraiment essentielles, mais refusant de financer des choix de vie qui dépassaient ses revenus. Chaque refus était accueilli par une manipulation émotionnelle croissante, des larmes, des accusations d'égoïsme, des rappels de la façon dont nos parents l'avaient toujours aidé. C'est différent,
argumentait-elle lorsque je soulignais l'inégalité. Ce sont des parents. C'est ce que font les parents. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est ce que les parents font pour toi, ce que les frères et sœurs font pour moi. Le schéma s'est poursuivi pendant des années, créant une dynamique tendue mais gérable. Puis est arrivé le dîner du dimanche qui allait finalement briser notre famille et changer la trajectoire de ma vie pour toujours. Avril en Nouvelle-Angleterre apporte un temps imprévisible, et ce dimanche particulier a connu une chaleur inhabituelle qui a incité les voisins à installer avec optimisme leurs meubles de jardin. Je rendais rarement visite à la maison de mes parents, limitant les interactions familiales aux grandes vacances et aux dîners dominicaux occasionnels, lorsque la culpabilité de refuser trop d'invitations l'emportait sur mon désir de solitude paisible. Ce soir-là, je suis arrivé à la maison coloniale familière avec une bouteille du vin blanc préféré de maman et la résignation de quelqu'un qui se prépare à une obligation sociale inévitable. La maison sentait le rôti et le polish au citron. Le rituel de préparation du dîner dominical traditionnel de maman n'avait pas changé en 20 ans. Papa était installé dans son fauteuil à regarder le golf avec la concentration exercée de quelqu'un qui évite les tâches ménagères. Il a brièvement levé les yeux quand je suis entré. « Miller, tu es en avance pour une fois. » Pas une question, pas tout à fait un salut, juste une observation avec la plus faible pointe de surprise. Maman est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier, son sourire d'enseignante fermement en place. « Voilà mon garçon occupé. J'allais justement t'appeler pour m'assurer que tu te souvenais. » Elle a accepté le vin avec une gratitude exagérée, comme si je lui avais offert un millésime rare au lieu de son chardonnay habituel à $12 de l'épicerie. La conversation du dîner a suivi le schéma habituel. Papa s'est enquis de mon travail avec le vague intérêt de quelqu'un qui discute du passe-temps d'une connaissance lointaine. « Tu répares toujours des problèmes d'ordinateur pour la même entreprise ?» a-t-il demandé entre deux bouchées de roast-beef. « Je crée des solutions logicielles », ai-je corrigé doucement, la même clarification que j'avais offerte d'innombrables fois. Et oui, TechFusion se porte bien. Nous venons de décrocher un important client dans le secteur de la santé qui devrait nous occuper jusqu'à l'année prochaine. Les ordinateurs. Papa a hoché la tête sagement, comme s'il résumait un concept complexe. Bon travail stable, je suppose. Pas excitant, mais stable. Maman a redirigé avec une diplomatie exercée. J'ai rencontré Margaret Wilson à l'épicerie. Tu te souviens d'elle? Elle enseignait la musique à mon école? Son fils travaille maintenant dans l'une de ces grandes entreprises de technologie. Comment ça s'appelle? Google. Google, maman. Oui, c'est ça. Apparemment, ils ont des fauteuils de massage et le déjeuner gratuit tous les jours. Avez-vous quelque chose comme ça dans votre entreprise? Avant que je puisse expliquer que des avantages comme les fauteuils de massage compensaient souvent des heures de travail exténuantes et des attentes propices à l'épuisement professionnel, la porte d'entrée s'est ouverte avec une force dramatique. Nathalie est entrée en trombe, 45 minutes en retard, ne portant rien d'autre qu'une excitation rayonnante, comme si elle avait apporté le cadeau le plus précieux de tous, sa présence. « Désolée, je suis en retard », a-t-elle annoncé sans paraître le moins du monde désolée. Vous n'imaginez pas la journée que j'ai eue. Elle a fait la bise à maman, a tapé dans la main de papa et m'a fait un signe de la main distrait avant de se laisser tomber sur sa chaise à table. J'ai besoin de vin immédiatement. J'ai la plus grande nouvelle. Maman s'est empressée de lui verser un verre pendant que papa se penchait en avant avec un intérêt sincère qui avait été notablement absent lors de ma mise à jour de carrière. J'ai reconnu la chorégraphie familiale. L'entrée de Nathalie réinitialisait toujours l'énergie de n'importe quelle pièce, la plaçant en son centre. Je l'ai trouvée, a déclaré Nathalie après une gorgée théâtrale de vin. La maison absolument parfaite. Une maison pour un client, a demandé maman. Nathalie a ri comme si maman avait dit quelque chose d'adorablement naïf. Non, pour moi. C'est à Brookline. Cette magnifique maison de style néocolonial avec des planchers de bois franc d'origine et une véranda qui serait parfaite pour le yoga du matin. 3 chambres, 2 salles de bain et demi, et la cuisine. Elle a serré son cœur de façon dramatique. Cuisinière viking, comptoir en marbre et ses suspensions qui semblent tout droit sorties d'un magazine. Papa a légèrement froncé les sourcils. Brookline, c'est cher. Ça se vend combien, un endroit comme ça de nos jours? 795 000 $, a répondu nonchalamment Nathalie, comme si elle discutait du prix d'une entrée au restaurant plutôt que d'une somme que la plupart des gens mettraient des décennies à accumuler. J'ai failli m'étouffer avec mon eau.
Nathalie était à son poste actuel depuis moins d'1 an. Même avec de généreuses commissions immobilières, le calcul était impossible. Chérie, c'est merveilleux que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes, mais, a commencé doucement maman. J'ai déjà versé un acompte remboursable pour la réserver, a interrompu Nathalie en rayonnant. Le marché est si compétitif en ce moment. Mon amie courtière, Sandra, a dit que je devais agir vite. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Papa avait l'air à la fois inquiet et impressionné par son initiative. Maman m'a jeté un rapide coup d'œil, sentant peut-être mon scepticisme, avant de se retourner vers Nathalie avec un sourire forcé. Eh bien, dis-nous en plus sur cette maison de rêve. Pendant les 30 minutes suivantes, nous avons eu droit à une description exhaustive de chaque détail architectural, de chaque commodité du quartier et de chaque futur plan de décoration. L'enthousiasme de Nathalie était indéniable. Ses yeux pétillaient alors qu'elle décrivait le caractère et le potentiel de la maison. Pas une seule fois elle n'a mentionné de considérations pratiques comme les impôts fonciers, les coûts d'entretien ou la façon dont elle prévoyait de se permettre une hypothèque qui dépasserait clairement ses revenus. Alors que le dîner se terminait et que maman servait son crumble aux pommes signature, Nathalie a soudainement tourné son attention vers moi. Miller, rattrapons le temps perdu. J'ai l'impression qu'on a à peine parlé ces derniers temps. Aide-moi à débarrasser. Dans la cuisine, loin de nos parents, Nathalie a d'abord maintenu le prétexte d'un lien fraternel. Elle m'a posé des questions superficielles sur mon travail tout en chargeant le lave-vaisselle de manière désordonnée, d'une manière qui nécessiterait de tout réarranger après son départ. Alors, le truc du codage se passe bien? Tu gagnes bien ta vie? Développement de logiciels, ai-je corrigé automatiquement? Et oui, l'entreprise se porte bien. Je dirige un nouveau projet. C'est super, a-t-elle interrompu, clairement désintéressée des détails. Tu as toujours été si doué avec tout ce qui est technique. Vraiment intelligent avec l'argent aussi. Le pivot était si transparent que j'ai failli rire. Merci. Nathalie s'est appuyée contre le comptoir, étudiant sa manucure avec une nonchalance forcée. En parlant d'argent, je suis un peu dans le pétrin avec la maison. La maison que tu ne peux pas te permettre. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les filtrer. Son expression a vacillé entre l'agacement et la détermination. Je peux me la permettre avec le bon investissement. C'est en fait de ça que je voulais te parler. Elle a baissé la voix de manière conspiratrice. J'ai besoin d'un acompte de 125 000 $ dans 2 semaines pour garantir l'hypothèque. Le chiffre est resté en suspens entre nous. 125 000 $. Pas une petite faveur ou un prêt temporaire, mais une somme qui représentait des années de mes économies disciplinées et de ma planification minutieuse. Nathalie, c'est. J'ai eu du mal à trouver des mots qui n'envenimeraient pas immédiatement la conversation. Ce n'est pas une petite somme. Où comptes-tu trouver ce genre d'argent? Elle m'a regardé comme si j'étais délibérément obtus. De toi, évidemment. Je sais que tu as économisé pratiquement chaque centime depuis l'université. Tu dois avoir au moins autant qui dort sur des comptes sans rien faire. Le droit désinvolte de son ton m'a momentanément laissé sans voix. Mes économies ne faisaient pas rien. Elles représentaient la sécurité, l'opportunité et la liberté face à ce type de pression financière. Mes économies sont allouées à des objectifs spécifiques, ai-je finalement répondu, gardant ma voix égale. Je ne suis pas en mesure de. Oh, allez, Miller. Elle a coupé en roulant des yeux. Tu as juste eu de la chance avec ton boulot de technologie ennuyeux. J'essaie de construire quelque chose de réel ici. Une maison, un avenir. Cette maison est parfaite pour quand je m'installerai et que j'aurai une famille. Je n'ai pas eu de chance. J'ai travaillé de manière constante dans une seule entreprise pendant 8 ans tout en vivant en dessous de mes moyens spécifiquement pour construire ma sécurité financière. Peu importe, a-t-elle dit d'un geste dédaigneux. Le fait est que tu as l'argent et j'en ai besoin. La famille s'entraide. Tu peux t'en passer. Il ne s'agit pas de s'en passer, Nathalie. Cela représente des années de. Je te rembourserai éventuellement, bien sûr, a-t-elle poursuivi comme si je n'avais pas parlé, une fois que ma carrière aura vraiment décollé. Je suis sur une énorme annonce le mois prochain, et quand le marché changera, la maison prendra de la valeur et on pourra considérer ça comme un investissement pour nous deux. Il n'y a pas de nous dans ce scénario, ai-je dit fermement. C'est ta maison, ton hypothèque, ta responsabilité.
Je ne te donnerai pas mes économies pour un acompte sur une maison que tu ne peux pas te permettre. Son expression s'est transformée instantanément, la façade agréable s'effritant pour révéler une colère indignée. Tu es sérieux, là? Après tout ce que notre famille a fait pour toi. L'ironie de cette déclaration était si profonde que j'ai failli rire. Qu'est-ce que notre famille a fait pour moi qui se compare à donner 125 000 $? Oh, tu joues encore la victime, a-t-elle ricané. Pauvre Miller, toujours à se sentir si négligé. Peut-être que si tu n'étais pas un tel robot à propos de tout, les gens voudraient vraiment t'aider. J'essaie de construire une vraie vie ici pendant que tu accumules de l'argent, pourquoi? Un avenir théorique qui pourrait ne jamais arriver. Je ne te donnerai pas l'argent, Nathalie. C'est final. J'ai gardé ma voix calme mais ferme. Ses yeux se sont rétrécis, des larmes apparaissant soudainement avec un timing suspect. Tu ne te soucies vraiment de personne d'autre que de toi-même, n'est-ce pas? Sans attendre de réponse, elle m'a bousculé et est retournée en trombe dans la salle à manger. Je suis resté dans la cuisine, les mains agrippant le comptoir, prenant de profondes inspirations. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais entendre sa voix monter de façon dramatique. Miller refuse de m'aider. Après tout ce que j'ai fait pour lui, il ne veut pas m'aider avec la maison. Et juste comme ça, les lignes de bataille étaient tracées dans une guerre que je n'avais jamais voulu mener. L'embrasure de la porte de la cuisine encadrait une scène tout droit sortie de l'enfance. Nathalie au centre, les larmes stratégiquement déployées, mes parents se précipitant pour la réconforter tout en me lançant des regards déçus. Je me suis préparé avant de retourner dans la salle à manger où trois paires d'yeux se sont tournés vers moi avec des degrés variables d'accusation. Papa a parlé le premier, sa voix de banquier mesurée mais sévère. Miller, ta sœur vient de nous dire ce que vous avez discuté dans la cuisine. Je pense qu'on doit parler de responsabilité familiale. Il n'y a rien à discuter, ai-je répondu calmement. Nathalie m'a demandé de lui donner 125 000 $ pour un acompte sur une maison qu'elle ne peut pas se permettre. J'ai refusé. Ce ne serait pas à donner, a interjeté Nathalie, sa voix tremblant parfaitement. Ce serait aider. Un investissement dans la famille. Maman a tendu la main pour lui serrer la main. Chérie, je suis sûr que ton frère ne veut pas être difficile. Miller a toujours été. Elle a fait une pause, cherchant un terme diplomatique. Point prudent avec ses ressources. Prudent, a ricané papa. Le garçon accumule de l'argent comme si l'apocalypse arrivait depuis ses 16 ans. Pendant ce temps, ta sœur essaie de s'établir, de se construire une vie convenable. La dynamique familière s'est réaffirmée. Mes préoccupations pratiques rejetées, les décisions impulsives de Nathalie rationalisées. J'ai gardé mon sang-froid, bien que mon pouls martelait dans mes tempes. Une vie convenable ne signifie pas acheter une maison qu'on ne peut pas se permettre avec l'argent de quelqu'un d'autre, ai-je dit doucement. C'est exactement pour cette attitude que tu es seul, a soupiré maman, la non-séquence atterrissant comme un coup calculé. Toujours les chiffres, jamais le cœur. Papa s'est penché en avant, sa posture autoritaire rappelant les leçons de l'enfance. Fils, la famille, ça veut dire se soutenir les uns les autres. Ta mère et moi avons toujours été là quand l'un de vous deux avait besoin de quelque chose. Maintenant, ta sœur a besoin de ton aide pour quelque chose d'important. Vous avez été là pour Nathalie, ai-je corrigé, les mots s'échappant avant que je puisse y réfléchir. Il y a une sacrée différence. La pièce est tombée dans le silence. J'avais enfreint la règle familiale tacite. Ne jamais reconnaître le déséquilibre. C'est injuste, a finalement dit maman, sa voix d'enseignante émergeant. Nous avons soutenu nos deux enfants de manière égale. Nathalie a vu l'opportunité, passant à l'indignation vertueuse. Tu vois, c'est ce qu'il fait. Il transforme tout en une compétition, en une plainte. J'essaie de réaliser un jalon de vie et il me ressort des histoires anciennes. Papa a levé la main pour demander le silence. Indépendamment de toutes les inégalités perçues que tu penses avoir existé dans ton enfance, Miller, tu es un adulte maintenant. Les adultes dans une famille se soutiennent mutuellement. Ta sœur ne demande pas une dépense futile. C'est une maison, la sécurité pour son avenir. Une maison qui coûte près de 800 000 $ alors qu'elle est à son poste depuis moins d'1 an, ai-je souligné. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de l'imprudence financière. Je suis bonne dans mon travail, a rétorqué Nathalie. Ce n'est pas parce que je ne veux pas m'asseoir dans un cubicule à écrire du charabia informatique toute la journée que je ne peux pas réussir.
Papa s'est éclairci la gorge. Le fait est, Miller, que nous nous attendons à ce que tu reconsidères. La famille passe en premier. Ça a toujours été le cas dans cette maison. La conversation a tourné en rond pendant encore 40 minutes. Peu importe à quel point j'expliquais clairement mon point de vue, il était rejeté comme égoïste, froid, sans cœur. Finalement, je me suis excusé, prétextant une réunion matinale le lendemain. En partant, les derniers mots de papa m'ont suivi jusqu'à la voiture. Pense à ce qui compte vraiment dans la vie, mon fils. Ce ne sont pas des chiffres sur un compte en banque. La semaine qui a suivi a été une campagne croissante de guerre émotionnelle. Chaque matin commençait par des textos de maman, allant de « j'ai à peine dormi en pensant à la déception de ta pauvre sœur » à des messages passifs-agressifs comme « j'ai toujours pensé que nous avions élevé des enfants qui se souciaient de la famille ». L'approche de papa était plus directe, des appels téléphoniques quotidiens pendant ma pause déjeuner, sa voix oscillant entre une déception sévère et une explication condescendante du fonctionnement des obligations familiales. « Tu comprendras quand tu auras tes propres enfants un jour », disait-il à plusieurs reprises, comme si mon état de célibataire sans enfant expliquait ma défaillance morale. Nathalie a employé toutes les tactiques de manipulation de son arsenal. Les textos du matin décrivaient ses larmes. Les emails de l'après-midi détaillaient les caractéristiques de la maison auxquelles elle devrait renoncer. Les messages vocaux du soir captaient ses sanglots sur le fait de décevoir ses collègues de l'immobilier qui avaient tiré des ficelles pour l'aider. Mercredi, le cercle s'est élargi. Tante Suzanne, la sœur de maman, a envoyé un email particulièrement cinglant. Ta mère a le cœur brisé par ton égoïsme. Après tout ce qu'ils ont sacrifié pour ton éducation et tes opportunités, c'est comme ça que tu rembourses la famille. L'ironie de ce message était profonde. Mon éducation avait été en grande partie autofinancée grâce à des bourses et au travail, contrairement à l'expérience universitaire entièrement financée par les parents de Nathalie. Le cousin Marc, à qui j'avais parlé peut-être 3 fois au cours de la dernière décennie, a soudainement envoyé un texto « Mec, aide ta sœur ». La famille d'abord, non. Oncle Peter, le frère de papa et un entrepreneur prospère, a appelé pour me raisonner, malgré avoir déposé le bilan 2 fois en raison de sa propre mauvaise gestion financière. Le barrage constant a affecté mes performances au travail. Marcus, mon chef d'équipe et mentor depuis 5 ans, a remarqué ma distraction lors d'une importante réunion client. Tu codes avec la moitié de ton cerveau aujourd'hui, Miller, a-t-il demandé par la suite, sont-on plus inquiets qu'accusateurs? Ce n'est pas ton genre de manquer les détails de la mise en œuvre. Dans son bureau, la porte fermée, toute l'histoire est sortie. La demande de Nathalie, la pression de mes parents, la campagne de culpabilisation coordonnée de la famille élargie. Marcus a écouté sans interrompre, son expression passant de la surprise à la compréhension. Les dynamiques familiales sont compliquées, a-t-il dit quand j'ai terminé. Mais les limites financières ne le sont pas. Tu as travaillé dur pour cet argent. Ils représentent tes choix, tes priorités. Ils me font sentir comme si j'étais fou de ne pas vouloir donner la quasi-totalité de mes économies. Marcus s'est penché en arrière sur sa chaise. Laisse-moi te poser cette question. Si tu lui donnais l'argent, que se passerait-il dans 6 mois quand elle ne pourra pas payer l'hypothèque ou quand les impôts fonciers arriveront ou quand le toit devra être remplacé? Les questions ont cristallisé mes craintes tacites. Ce ne serait pas un sacrifice unique, mais le premier retrait d'une vie d'obligation financière. Tu sais, a ajouté Marcus nonchalamment, on ouvre ce bureau satellite à Berlin. Ils ont du mal à recruter des développeurs seniors avec une expérience en gestion de projet. Package de relocalisation internationale inclus. Ça pourrait valoir le coup d'y réfléchir si tu as besoin d'une perspective géographique. La graine était plantée, bien que je ne l'ai pas prise au sérieux au début. Cela a changé le jeudi soir lorsque mes parents et Nathalie se sont présentés sans prévenir à mon appartement. J'ai ouvert la porte pour les trouver tous les 3 debout dans le couloir comme une équipe d'intervention. L'expression de papa était sévère, celle de maman inquiète, celle de Nathalie suffisamment expectante. On doit parler, a annoncé papa en me bousculant pour entrer dans mon salon sans attendre d'invitation. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai enduré ce qui ne pouvait être décrit que comme une embuscade émotionnelle. Papa arpentait mon petit salon, faisant la leçon sur la loyauté et l'obligation familiale. Maman était assise sur le bord de mon canapé, alternant entre des supplications larmoyantes sur « la seule chance de bonheur de Nathalie » et des soupirs déçus lorsque je restais ferme. Nathalie oscillait entre une vulnérabilité dramatique et une colère à peine dissimulée, sa performance calibrée pour la présence de nos parents.
Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu me détestes autant, a-t-elle gémi lorsque maman regardait, puis m'a lancé un regard venimeux lorsque papa s'est tourné pour examiner mon appartement modestement meublé avec une désapprobation à peine voilée. Regarde cet endroit, a-t-il marmonné en faisant un geste autour de mon espace pratique mais confortable. Tu vis comme un étudiant alors que tu pourrais te permettre mieux. À quoi bon avoir de l'argent si ce n'est pour bien vivre ou aider la famille? Le point de rupture est survenu lorsque papa a lancé ce qui équivalait à un ultimatum. Tu dois décider si tu fais partie de cette famille, Miller. Les vrais membres de la famille se présentent quand on a besoin d'eux. Quand ils sont finalement partis, mon appartement semblait à la fois plus vide et plus suffocant qu'auparavant. Le sommeil s'est avéré impossible. Mon esprit était en ébullition avec leurs accusations, luttant contre ma propre certitude que leur demande était déraisonnable. À 3 heures du matin, la mention désinvolte de Marcus sur le poste à Berlin a refait surface dans mes pensées. Assis à ma table de cuisine avec seulement la lueur de mon ordinateur portable pour lumière, j'ai fait des recherches sur le bureau de Berlin, les visas de travail internationaux et la logistique d'un déménagement à l'étranger. Le tableau d'affichage des offres d'emploi internes de l'entreprise montrait que le poste de développeur senior était toujours vacant. Presque sans décision consciente, j'ai mis à jour mon CV et j'ai postulé, ne m'attendant à rien. La réponse est arrivée dans ma boîte de réception avant même que j'aie pris ma douche pour aller au travail. Une demande d'entretien pour 9h30 ce matin-là par vidéoconférence avec le chef d'équipe de Berlin et le directeur des ressources humaines. L'urgence suggérait à la fois un intérêt sincère et un besoin pressant. L'entretien a commencé maladroitement. Je fonctionnais avec peut-être 2 heures de sommeil fragmenté, la caféine masquant à peine mon épuisement. Mais quelque chose a changé lorsque les questions techniques ont été posées. Discuter des défis de codage et de l'architecture système offrait une échappatoire bienvenue aux drames familiaux. Mon cerveau s'est pleinement engagé pour la première fois depuis des jours. Votre expérience en gestion de projet avec des clients du secteur de la santé nous intéresse particulièrement, a déclaré Klaus, le chef d'équipe de Berlin. Nous venons de décrocher un contrat majeur avec un fournisseur de systèmes médicaux européens. À la fin de l'entretien, j'ai ressenti une connexion avec ces étrangers qui manquaient dans mes récentes interactions avec ma propre famille. Ils appréciaient mon expertise, respectaient mes questions et semblaient sincèrement enthousiastes à l'idée de mes contributions potentielles. Nous aimerions vous faire une offre, a déclaré Elena des RH, me surprenant par sa franchise. Une augmentation de salaire de 30% par rapport à votre poste actuel, un package de relocalisation complet et un parrainage de visa accéléré. Notre calendrier de projet est agressif. Nous aurions besoin de votre décision dans les 48 heures. L'offre était inattendue, mais étrangement parfaite. Une partie de moi reconnaissait que je contemplais une décision de vie majeure, en partie pour échapper à la pression familiale, mais l'opportunité elle-même était légitime et convaincante. J'ai promis de l'examiner attentivement et j'ai mis fin à l'appel. Tout au long de la journée de travail, j'ai pesé mes options. Rester signifiait une pression familiale continue et des dommages potentiellement irréparables aux relations. Partir signifiait une rupture nette, de nouveaux défis professionnels et une distance physique par rapport à des dynamiques toxiques. Le soir, ma décision était en grande partie prise, mais je sentais que je devais à mes parents une dernière conversation, non pas pour obtenir leur permission, mais pour clore le chapitre. Je suis arrivé chez eux le vendredi soir avec un objectif clair. Ce ne serait pas une dispute ou une négociation, simplement une explication de ma décision. La voiture de Nathalie dans l'allée était une surprise malvenue. J'avais espéré parler uniquement avec mes parents. Maman a répondu à la porte avec un soulagement visible. Miller, je savais que tu reviendrais à la raison. Entre, nous discutions justement des options de financement. La présomption que ma présence indiquait une reddition a allumé une colère silencieuse que j'ai soigneusement contrôlée. Dans le salon, papa et Nathalie étaient assis, entourés de papiers, de calculatrices d'hypothèques, d'annonces immobilières et de ce qui semblait être un projet d'accord. Je ne suis pas ici pour l'argent, ai-je commencé en restant debout pendant qu'ils étaient tous assis. Je voulais vous faire savoir qu'on m'a offert un poste au bureau de Berlin de mon entreprise. J'envisage sérieusement d'accepter. Le silence stupéfait a été brièvement satisfaisant. Berlin, comme en Allemagne, a finalement demandé maman. C'est généralement là que se trouve Berlin, oui. Le sarcasme inhabituel m'a échappé. Papa s'est rapidement ressaisi, son expression se durcissant. Tu fuis tes obligations familiales. C'est typique. Je poursuis une opportunité de carrière, ai-je corrigé.
Une qui offre une progression substantielle et une expérience internationale. Nathalie a ricané. Un timing pratique. Au moment où on te demande d'aider quelqu'un d'autre que toi-même, tu fuis le pays. Il ne s'agit pas de toi, Nathalie. Tout ne tourne pas autour de toi. Bien sûr que si, ça me concerne, a-t-elle explosé, son masque tombant complètement. Tu fais ça spécifiquement pour éviter de m'aider. Le poste à Berlin est vacant depuis des mois, ai-je légèrement menti. J'y pense depuis un certain temps. Papa s'est levé, adoptant sa posture autoritaire. Tu fais une erreur, mon fils. La famille devrait passer avant les ambitions de carrière. Ce principe semble s'appliquer de manière sélective dans cette maison, ai-je répondu calmement. Ce qui a suivi a été la conversation la plus honnête que notre famille ait jamais eue. Des vérités douloureuses longtemps refoulées ont finalement émergé. J'ai détaillé des années de traitement inégal, de double standard et de mépris de mes réalisations. Papa a répliqué avec des accusations de jalousie et d'ingratitude. Maman a tenté de jouer les pacificatrices, mais a révélé ses propres préjugés à chaque intervention. Nathalie, sentant qu'elle perdait le contrôle du récit, a dramatiquement escaladé. Admets juste que tu me détestes. Tu as toujours été jaloux parce que maman et papa m'aiment plus. L'éclat enfantin aurait pu être presque comique s'il n'avait pas exposé si parfaitement le dysfonctionnement central. Je ne te déteste pas, Nathalie, mais je ne te confie pas mon avenir financier. Tu n'as pas besoin de tout cet argent. A-t-elle presque crié. Tu vis comme un moine de toute façon. Pourquoi économises-tu qui soit si important? Mes choix, ma liberté, mon avenir, chaque mot délibéré et ferme. Alors que la dispute s'intensifiait, des révélations choquantes ont émergé. Papa a involontairement révélé qu'ils avaient refinancé leur maison 2 fois pour couvrir l'entreprise ratée et les dettes de carte de crédit de Nathalie. Maman a laissé échapper que Nathalie avait déjà été refusée par 2 prêteurs hypothécaires avant de me contacter. Vous avez encouragé son irresponsabilité financière pendant des années, ai-je dit, les pièces s'emboîtant enfin. Et maintenant, vous vous attendez à ce que je continue sur cette lancée. Le visage de papa a rougi de colère. Nous avons soutenu nos 2 enfants selon leurs besoins. Nathalie a eu besoin de plus d'aide. C'est juste la réalité. Non, vous l'avez paralysée en ne lui permettant jamais de faire face aux conséquences, ai-je rétorqué. Et maintenant, vous voulez que je fasse de même. La dispute a continué à s'intensifier jusqu'à ce que je me lève finalement pour partir, émotionnellement épuisé mais étrangement libéré. Je vous ferai part de ma décision concernant Berlin d'ici dimanche. Le dernier mot de papa m'a suivi jusqu'à la porte. Si tu choisis d'abandonner ta sœur quand elle a besoin de toi, ne t'attends pas à ce que la même famille que tu as toujours eu t'attende quand tu décideras de revenir. La menace a persisté pendant que je rentrais chez moi, ses implications se dévoilant lentement dans mon esprit. Étais-je vraiment menacé d'excommunication familiale pour avoir refusé de donner mes économies? 2 heures après mon retour à mon appartement, la réponse est arrivée par texto de papa. Ta mère et moi avons discuté de la situation. Tes choix sont clairs, signe comme garant sur l'hypothèque de Nathalie d'ici lundi ou considère ta relation avec cette famille fondamentalement changée. La famille se serre les coudes ou pas du tout. Il ne s'agit pas d'argent mais de loyauté. Fais le bon choix, mon fils. Le message m'a stupéfait par son ultimatum explicite. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré de notifications. Nathalie avait publié une mise à jour sur les réseaux sociaux, vague mais clairement ciblée. Le cœur brisé quand ceux qui devraient vous aimer le plus révèlent leur véritable égoïsme. Certains liens que je pensais incassables. La section des commentaires s'est rapidement remplie de réponses sympathiques, dont plusieurs de membres de la famille élargie qui ne connaissaient clairement la situation que du point de vue de Nathalie. Cousine Rachel, la famille d'abord, toujours. Je n'arrive pas à le croire. Oncle Peter, certaines personnes oublient d'où elles viennent. Tante Suzanne, appelle-moi, chérie. On va trouver une solution. La campagne de dénigrement public coordonnée a été suivie d'un texto de groupe de maman à plusieurs membres de la famille qui m'incluaient accidentellement. Miller est têtu à propos d'aider Nathalie. Si quelqu'un peut le raisonner avant qu'il ne ruine définitivement les relations familiales, s'il vous plaît, essayez. Quelque chose de froid et de clarifiant s'est installé dans ma poitrine. Ce n'étaient pas les actions de personnes qui respectaient mon autonomie ou se souciaient de mon bien-être. C'étaient des tactiques coercitives conçues pour forcer la conformité. À 23h30 ce soir-là, une pensée troublante m'a frappé.
Nathalie avait toujours accès à un compte d'épargne joint que nous avions ouvert il y a des années pour un fonds de vacances familiales. Le compte était resté ouvert avec des fonds minimes, mais il était lié à mes comptes principaux pour des transferts occasionnels. Je me suis connecté à mon application bancaire pour vérifier le statut et j'ai découvert quelque chose de glaçant. 3 tentatives de connexion infructueuses au cours de la dernière heure depuis un appareil non reconnu. Quelqu'un, presque certainement Nathalie, essayait d'accéder à mes comptes. La prise de conscience a déclenché une action immédiate. À minuit, j'étais au téléphone avec la ligne d'urgence de ma banque, mettant en place des gels de sécurité et supprimant toutes les connexions d'accès externes. À 1 heure du matin, j'avais créé des comptes entièrement nouveaux dans un autre établissement financier et initié des transferts de mes économies. À 2 heures, j'avais changé tous les mots de passe, questions de sécurité et numéros de téléphone de récupération associés à mon identité financière. Le sentiment de trahison était profond. Ma propre sœur avait tenté d'accéder à mes comptes sans permission. Qu'il s'agisse de vérifier les soldes ou de transférer réellement des fonds restés incertains, mais la violation des limites était indéniable. Il ne s'agissait plus seulement de manipulation émotionnelle. C'était potentiellement criminel. À l'aube, j'ai envoyé une réponse de 2 mots au texto d'ultimatum de mon père. Je comprends. Laissez-le interpréter cela comme il le souhaitait. Puis j'ai envoyé un email à Elena à Berlin. J'accepte le poste. Quand puis-je commencer? Le matin a apporté les conséquences de mon verrouillage financier de minuit. 57 appels manqués et 36 textos. Les messages vocaux allaient de furieux à menaçants. Papa, qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Nathalie dit que tous les comptes sont gelés. Règle ça immédiatement ou il y aura de graves conséquences. Nathalie, espèce de monstre absolu. Je vérifiais juste notre compte joint. Comment oses-tu m'accuser de vol après tout ce que j'ai fait pour toi? Maman, Miller, s'il te plaît, appelle-nous. Cette situation devient incontrôlable. Quoi que tu penses que Nathalie a fait, je suis sûr qu'il y a une explication. Oncle Peter, ton père est hors de lui. Je ne l'ai jamais vu aussi en colère. Tu dois arranger ça, mon fils. Le dernier message était de maman. Un simple texto qui, d'une manière ou d'une autre, m'a blessé plus profondément que les messages vocaux en colère. Je suis déçu de toi. Pas en colère, pas confuse, déçu. Comme si protéger mes finances d'un accès non autorisé était une défaillance morale plutôt qu'une protection de base. En parcourant le barrage de messages, une autre notification est apparue. Une capture d'écran d'un chat familial privé de la cousine Rachel, qui avait toujours été gentille avec moi. Je pensais que tu devrais voir ça. Ce n'est pas bien ce qu'ils font. La capture d'écran montrait une conversation entre divers membres de la famille discutant de mes problèmes de santé mentale et de mon comportement paranoïaque, Nathalie suggérant que j'avais peut-être besoin d'une aide professionnelle pour ma relation malsaine avec l'argent. Papa a proposé une intervention familiale où il aiderait Miller à voir la raison sur ses responsabilités. L'assassinat de caractère coordonné a confirmé ma décision. Ce n'étaient pas les actions de personnes qui avaient mes meilleurs intérêts à cœur. Avec un calme étrange, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai formellement accepté le poste à Berlin par email. Elena a répondu en quelques minutes avec les documents préliminaires et une date de début proposée dans 3 semaines. Au bureau, j'ai demandé une réunion privée avec mon directeur pour donner mon préavis de 2 semaines. Marcus n'a pas semblé surpris. Berlin a fait une offre? Oui, j'accepte. Il a hoché la tête lentement. Je m'en doutais. Ils obtiennent un sacré développeur. J'apprécie le soutien que vous m'avez apporté ici, ai-je dit, soudainement ému à l'idée de quitter le lieu de travail qui avait été mon seul environnement constant. Écoute, Miller, à propos du timing. Marcus a hésité, ce qui était inhabituel pour lui. Je sais que les choses sont compliquées avec ta famille en ce moment. L'entreprise exige généralement un préavis de 2 semaines, mais étant donné les circonstances, nous pourrions traiter ton départ plus efficacement si nécessaire. Son implication était claire. Il m'offrait une sortie accélérée si ma situation familiale le rendait nécessaire. Qu'est-ce que Berlin t'a dit exactement, ai-je demandé. Rien de spécifique. Klaus a mentionné des circonstances personnelles lorsqu'il a appelé pour vérifier tes références. J'ai comblé quelques lacunes. Il a haussé les épaules. Les déménagements internationaux sont complexes. Parfois, les choses doivent se faire rapidement. À la fin de la journée,
mon calendrier de départ s'est considérablement accéléré. Je finirai officiellement dans une semaine, avec une semaine supplémentaire de congés payés pour gérer la logistique du déménagement. L'entreprise organiserait l'expédition de mes affaires essentielles tout en fournissant une allocation pour de nouveaux meubles à Berlin. Les aspects pratiques du démantèlement de ma vie américaine se sont déroulés avec une efficacité surprenante. Mon bail d'appartement contenait une clause permettant la résiliation avec un préavis de 30 jours et un mois de loyer supplémentaire. Un coût financier, mais qui valait la rupture nette. Mes modestes meubles se sont vendus rapidement sur les marchés en ligne, et ma fidèle Honda a trouvé un nouveau propriétaire chez un étudiant diplômé. Chaque étape logistique achevée me donnait l'impression de couper un autre lien avec la vie que ma famille voulait contrôler. Chaque boîte emballée représentait la liberté plutôt que la perte. La seule obligation restante était mon appartement, trop d'objets personnels à simplement abandonner, trop peu de temps pour tout trier correctement. J'ai loué un petit box de stockage pour les objets ayant une réelle valeur sentimentale et j'ai donné le reste à des associations caritatives locales. 4 jours après le début de cette transformation éclair, maman a envoyé un texto demandant à me rencontrer seule pour un café. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté, choisissant un café public où toute scène potentielle serait contenue par la bienséance sociale. Elle est arrivée, l'air plus petite. L'enseignante d'école primaire confiante semblait diminuée par le conflit familial. Pendant plusieurs minutes, nous avons engagé une conversation maladroite sur la météo et le prochain concert de printemps de son école. Finalement, elle a abordé le sujet délicat. « Ton père m'a parlé de ton travail à Berlin », a-t-elle commencé en remuant son café intact. « Est-ce que c'est vraiment en train de se produire ?»« Oui, je pars la semaine prochaine. » Sa main a légèrement tremblé. Si vite, sans même en discuter avec la famille d'abord. Les événements récents suggèrent que les discussions familiales sont devenues des affaires à sens unique. Elle a grimacé, mais n'a pas contesté ce point. Miller, je sais que les choses ont été intenses ces derniers temps, mais fuir sur un autre continent semble extrême. On peut sûrement trouver un terrain d'entente sur la situation de Nathalie. Il n'y a pas de terrain d'entente, maman. Toi et papa m'avez donné un ultimatum. Sacrifier ma sécurité financière pour Nathalie ou être coupé de la famille. Je ne fais que reconnaître le choix que vous m'avez présenté. Nous n'avons jamais voulu en arriver là, a-t-elle insisté, les larmes aux yeux. Nous voulons juste que tu aides ta sœur. Juste cette fois. L'expression a allumé quelque chose en moi. Juste cette fois, maman? Nathalie a eu d'innombrables juste cette fois, les frais de scolarité, les études supérieures qu'elle n'a pas terminées, les entreprises ratées, les renflouements de cartes de crédit, les paiements de voiture, le loyer quand elle a quitté des emplois sans en avoir de nouveaux. Ça n'a jamais été juste cette fois. Maman a semblé sincèrement surprise. Comment savais-tu pour les cartes de crédit? Papa a mentionné le refinancement lors de notre dispute. Il n'a pas été difficile de faire le lien. Elle a soupiré profondément. Ta sœur a des difficultés que tu n'as pas. La vie est plus facile pour toi. La vie n'est pas plus facile pour moi. Je fais des choix différents. J'accepte les conséquences. Je vis selon mes moyens. Elle a trouvé la maison de ses rêves, Miller. Comment peux-tu lui refuser ce bonheur? La conversation a continué, tournant en rond. Mon obligation de me sacrifier pour le bonheur de Nathalie, mon égoïsme de donner la priorité à ma sécurité financière, ma cruauté d'avoir mis en place des protections de compte. Quand maman a finalement demandé directement si j'allais, juste aider cette fois-ci, j'ai répondu avec une finalité calme, non. Et j'ai besoin que tu comprennes que cette réponse ne changera pas, peu importe le nombre de membres de la famille qui appellent ou le nombre d'appels émotionnels que vous faites. Elle est partie peu de temps après, nos adieux maladroits étendus. Le gouffre entre nous semblait infranchissable, non pas à cause de la colère, mais parce que nous partions de compréhensions fondamentalement différentes de l'obligation familiale. La nuit précédant mon départ a apporté une dernière confrontation. J'emballais les dernières de mes affaires essentielles quand des coups secs ont interrompu mon travail méthodique. À travers le Judas, j'ai vu Nathalie, seule et clairement agitée. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert la porte mais j'ai bloqué l'entrée. Nathalie, il est tard. Tu le fais vraiment? A-t-elle dit en regardant les valises emballées visibles derrière moi. Tu fuis en Europe. J'ai accepté une opportunité d'emploi. C'est tout. Elle a eu un rire creux. C'est ça. Rien à voir avec le refus d'aider ta seule sœur.
Avais-tu besoin de quelque chose de spécifique, Nathalie? Je pars demain et j'ai encore des bagages à faire. Son expression a soudainement changé, la vulnérabilité remplaçant l'hostilité. Miller, je crois qu'on a mal commencé avec toute cette histoire de maison. Je sais que j'ai peut-être paru. Point autoritaire. L'aveu était si inattendu que j'ai momentanément baissé ma garde, reculant pour la laisser entrer. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle poursuivi en se perchant sur la seule chaise restante, sur les conséquences et les choix. Et tu as raison, je n'ai pas toujours pris les meilleures décisions financières. Pendant un bref moment d'espoir, je me suis demandé si une réconciliation sincère pourrait être possible. Puis elle a continué, c'est pourquoi j'ai plus que jamais besoin de ton aide. Cette maison pourrait être mon nouveau départ, ma chance de construire enfin quelque chose de stable. J'ai élaboré un meilleur plan de paiement. Tu n'aurais pas besoin de me donner la totalité des 125 000 $, peut-être juste 75 000 $ en prêt. Je te rembourserai dans les 5 ans, c'est garanti. La déception était écrasante, mais clarifiante. Nathalie, rien n'a changé. Ma réponse est toujours non. Son masque de contrition a instantanément disparu. Alors tu es toujours le même con égoïste. Sais-tu ce qui s'est passé depuis que tu as fait ton petit coup de banque? La tension artérielle de papa est montée en flèche. Maman fait des crises d'angoisse. J'ai perdu la compte de la maison parce que je n'ai pas pu obtenir de financement à temps. Je suis désolé pour les problèmes de santé de maman et papa, mais je ne suis pas responsable de tes décisions financières. Oh, mais tu es responsable de la destruction de cette famille, a-t-elle rétorqué, la voix montant. Tu sais quoi d'autre? J'ai déjà 30 000 $ de dette de carte de crédit en essayant de maintenir le style de vie attendu dans l'immobilier de luxe. Ma voiture a 3 mois de retard de paiement. Je pourrais perdre mon emploi si je n'ai pas l'air assez prospère pour vendre des propriétés haut de gamme. L'aveu de sa situation financière désastreuse a confirmé chaque instinct qui m'avait conduit à protéger mes actifs. Cela n'aurait pas été un prêt unique, mais le premier paiement d'un cycle sans fin d'urgence financière. Nathalie, je crois que tu devrais partir. Tu te crois tellement meilleur que moi, a-t-elle craché en ramassant son sac à main. Mais tu n'es qu'un lâche qui fuit sa famille. Profite de ta vie solitaire en Allemagne. J'espère que l'argent que tu accumules te tiendra chaud la nuit. Alors que la porte se refermait derrière elle, j'ai ressenti un sentiment de paix inattendu. Demain, je monterai dans un avion pour Berlin, laissant derrière moi une dynamique familiale devenue insoutenable. Quoi qu'il m'attende, ce serait difficile de différentes manières, mais ce serait façonné par mes choix plutôt que par les attentes des autres. Berlin et le printemps ont défié les attentes. Au lieu du paysage industriel gris que les films américains dépeignent souvent, j'ai trouvé une ville vibrante où l'architecture historique côtoyait le design moderne, où les parcs éclataient d'une verdure inattendue et où l'énergie de la réinvention semblait pulser dans des rues qui avaient connu à la fois la division et la réunification. L'appartement que mon entreprise m'a trouvé à Prenzlauer Berg a été l'introduction parfaite à ma nouvelle vie, un appartement ensoleillé au 5e étage sans ascenseur dans un immeuble d'avant-guerre rénové avec de hautes fenêtres et des parquets qui craquaient agréablement sous les pieds. Le quartier grouillait de jeunes familles et de professionnels, parsemé de cafés de coin où ordinateurs portables et conversations coexistaient dans une harmonie confortable. Le contraste avec ma vie antérieure a été immédiat et profond. Personne à Berlin ne me connaissait comme le frère de Nathalie ou ne mesurait ma valeur à l'aune des attentes familiales. Mes collègues au bureau m'ont accueilli avec une curiosité sincère et un respect professionnel, intéressés par mon expertise technique plutôt que par mes finances personnelles ou mes relations familiales. Klaus, le chef d'équipe qui m'avait interviewé, est devenu un allié inattendu dans ma transition. L'équilibre travail-vie privée allemand pourrait te surprendre, m'a-t-il prévenu lors de ma première semaine. Nous attendons de la concentration pendant les heures de travail, mais considérons les emails après 18 heures comme légèrement offensants. Les week-ends sont sacrés. Même tes jours de vacances sont imposés par la loi. Tu dois les prendre. Cette séparation structurée entre les sphères professionnelles et personnelles m'a d'abord semblé étrangère, mais de plus en plus libératrice. Pendant 8 ans, j'avais été disponible pour les urgences de travail tard le soir et les sprints de projet le week-end. Maintenant, mes soirées et mes week-ends m'appartenaient entièrement. Du temps pour explorer ma nouvelle ville, assister à des cours de langue et traiter progressivement la rupture familiale que j'avais laissée derrière moi. Les cours d'allemand sont devenus mon rituel du mardi et du jeudi soir. Lutter avec une grammaire inconnue aux côtés d'autres immigrés a créé un lien immédiat de vulnérabilité partagée. Ma classe comprenait Sophia de Grèce,
Matteo d'Espagne, June de Corée du Sud et Esha du Nigeria. Tous des professionnels trouvant leur chemin dans une nouvelle culture. Tous partant de zéro avec Guten Tag et Wie geht's Ihnen. Ton accent est très précis, a commenté Sophia après m'avoir entendu pratiquer un dialogue. Comme si tu programmais la langue. Des formations professionnelles, ai-je admis. Je parle en code la plupart du temps. Ces petites connexions basées sur une expérience commune plutôt que sur une obligation ont progressivement formé la base de mes premières amitiés authentiques depuis des années. Le café du week-end avec mes camarades de classe s'est transformé en exploration de musées ensemble, puis en essai de restaurants dans différents quartiers, puis en excursion de randonnée vers des lacs et des forêts voisins. 3 mois après le début de ma vie à Berlin, mon téléphone s'allumait encore occasionnellement avec des messages de chez moi. Maman envoyait des mises à jour hebdomadaires qui évitaient soigneusement de mentionner Nathalie ou la situation de la maison, se concentrant plutôt sur les nouvelles du quartier et des demandes de renseignements douces sur ma nouvelle ville. Papa est resté silencieux, à l'exception d'un email d'anniversaire laconique ne contenant que des « meilleurs vœux pour l'année à venir ». Nathalie alternait entre des accusations de colère et des appels manipulateurs, chacun ignoré jusqu'à ce qu'ils finissent par s'estomper. Par l'intermédiaire d'un ami commun chez TechFusion, j'ai appris que Nathalie avait effectivement perdu la compte de sa maison de rêve. Plutôt que d'accepter la réalité financière, elle avait apparemment convaincu mes parents de co-signer une autre propriété, légèrement moins chère. L'information est venue avec un détail supplémentaire qui a validé ma décision. L'ami a mentionné avoir entendu Nathalie se vanter auprès d'un collègue de son plan de secours, faire refinancer la maison de nos parents si elle ne pouvait pas payer les mensualités. Cette confirmation de ce qui se serait passé si j'étais resté empêtré dans les finances familiales a coïncidé avec mon évaluation de performance de 6 mois au bureau de Berlin. Klaus et le directeur du département m'ont annoncé une nouvelle inattendue. Mon travail d'intégration des systèmes des clients du secteur de la santé avait dépassé les attentes et ils voulaient me promouvoir à la direction de projet pour le déploiement européen élargi. Tes compétences techniques, nous nous y attendions, a expliqué Klaus. Ta capacité à naviguer dans les différences culturelles entre les systèmes médicaux allemands, français et suédois tout en maintenant une mise en œuvre cohérente, c'est ce qui nous a le plus impressionné. La promotion s'est accompagnée d'une autre augmentation de salaire et d'une reconnaissance officielle lors de la réunion trimestrielle de tous les employés. Alors que mes collègues me félicitaient par la suite, Julia de l'équipe de design s'est attardée pour poser des questions sur l'interface de santé. Les améliorations de l'expérience utilisateur, c'est ton travail ? A-t-elle demandé, son anglais précis avec un léger accent allemand. La hiérarchie visuelle dans le tableau de bord des données des patients est élégamment structurée. Notre discussion professionnelle autour d'un café s'est prolongée en un dîner, puis en visite de musée le week-end, puis en une excursion d'une journée spontanée à Dresde. Le style de communication directe de Julia et sa perspective créative ont à la fois défié et complété mon approche analytique. Contrairement aux relations précédentes où j'avais soigneusement surveillé mes dépenses pour maintenir mes objectifs d'épargne, je me suis retrouvé à relâcher naturellement les limites financières pour profiter d'expériences avec elle, des week-ends à Prague, des billets de concert, des après-midi en terrasse de café qui s'étiraient jusqu'au soir sans calculer l'efficacité du temps passé. 6 mois après le début de ma vie à Berlin, un email inattendu est arrivé d'une source inattendue, mon père. Le message était bref mais significatif. Miller, ta mère a eu une petite opération la semaine dernière. Rien de grave, juste une ablation de la vésicule biliaire. La convalescence se déroule normalement. Je pensais que tu devais savoir. L'assurance a couvert la plupart des frais, mais la franchise était substantielle. Les factures médicales de nos jours. J'espère que Berlin te traite bien. Papa. La référence financière subtile ne m'a pas échappé. La mention des factures médicales contenait une demande non formulée. Après mûre réflexion, j'ai répondu avec une préoccupation sincère pour la santé de maman, des questions spécifiques sur sa convalescence et une offre de conversation vidéo quand elle se sentirait d'attaque. J'ai délibérément évité de reconnaître l'allusion financière. La réponse de papa est venue rapidement. Elle va bien. Les factures sont gérables mais c'est serré avec l'aide à Nathalie qui traverse une période difficile. Si tu voulais contribuer aux frais médicaux de ta mère, ça faciliterait les choses. La demande directe nécessitait une réponse directe. J'ai envoyé une réponse soigneusement formulée expliquant que, bien que je me soucie profondément de la santé de maman, je ne pouvais pas soutenir financièrement un foyer qui continuait à encourager les choix irresponsables de Nathalie. J'ai offert un soutien émotionnel, des appels réguliers et la promesse de rendre visite lorsque des limites appropriées pourraient être établies.
La réponse a été, comme on pouvait s'y attendre, déçu, mais manquait de la colère explosive de nos interactions précédentes. Peut-être que le temps et la distance avaient tempéré les attentes, ou peut-être que la réalité de la dépendance financière continue de Nathalie avait fourni une perspective sur mes préoccupations. Quelle que soit la raison, l'échange a marqué un changement subtil dans notre relation, toujours endommagée, mais évoluant vers une nouvelle compréhension basée sur le respect mutuel plutôt que sur la conformité. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était un mouvement dans une direction plus saine. Le chemin vers le pardon de soi a commencé de manière inattendue lors d'une soirée pluvieuse de novembre dans mon appartement de Berlin. Après un appel vidéo avec maman, notre troisième depuis son opération, je me suis retrouvé submergé par des émotions contradictoires, culpabilité d'être à des milliers de kilomètres pendant sa convalescence, soulagement d'avoir établi des limites plus saines, colère persistante face à des années de favoritisme et tristesse pour ce que notre relation familiale aurait pu être. Ces sentiments enchevêtrés se sont manifestés physiquement, une oppression thoracique, une respiration superficielle et un sentiment persistant de malaise qui affectait mon sommeil et ma concentration. Julia a remarqué ma distraction pendant le dîner et a suggéré doucement quelque chose que je n'avais jamais envisagé. « As-tu pensé à parler à un thérapeute de ta situation familiale ?» Ma résistance initiale a été automatique, la thérapie m'avait toujours semblé être pour les personnes ayant de vrais problèmes, pas des désaccords familiaux. Mais l'approche pragmatique de Julia a normalisé l'idée. La plupart des Allemands que je connais ont parlé à un thérapeute à un moment donné. C'est juste de l'entretien pour l'esprit, comme aller chez le dentiste. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé dans le bureau confortable du docteur Baumann, près d'Alexanderplatz, expliquant maladroitement ma dynamique familiale à une femme réfléchie avec des lunettes à monture argentée et une manière directe qui, d'une manière ou d'une autre, rendait la vulnérabilité sûre. Au cours des séances suivantes, des schémas que je n'avais jamais entièrement articulés ont émergé avec une clarté douloureuse. Le docteur Baumann a introduit des concepts comme la théorie des systèmes familiaux et la parentalisation émotionnelle qui ont fourni un cadre pour des expériences que j'avais précédemment expliquées ou minimisées. Ce que vous décrivez comporte des éléments d'abus financier, a-t-elle noté lors de notre 4e séance. Votre sœur et vos parents ont tenté de s'approprier vos ressources sans se soucier de votre bien-être ou de votre consentement. Votre décision d'établir des limites n'était pas égoïste. C'était une saine autopréservation. Ces validations externes ont progressivement aidé à démanteler la culpabilité que j'avais emportée à travers l'Atlantique. Le processus n'était pas linéaire. Certaines séances me laissaient en colère contre les années de manipulation que j'avais endurées. D'autres apportaient le deuil de la famille solidaire que je n'avais jamais vraiment eu. Mais lentement, une perspective a émergé du brouillard émotionnel. Le pardon ne signifie pas approuver ce qui s'est passé, a expliqué le docteur Baumann. Il signifie vous libérer du fardeau du ressentiment. Vous pouvez reconnaître le mal tout en choisissant de ne pas le porter. Alors que je reconstruisais mon paysage intérieur grâce à la thérapie, mon monde extérieur s'est élargi de manière inattendue. Marcus de l'équipe d'ingénierie et son mari Stéphane m'ont invité à dîner, puis à des barbecues le week-end, puis à leur soirée de jeux régulière avec des amis. Le cercle d'amis artistes de Julia m'a accueilli dans des vernissages et des discussions créatives où ma perspective analytique était appréciée plutôt que rejetée comme froide ou calculatrice. Pendant la période de Noël, où le mal du pays aurait pu être le plus aigu, la famille de Julia m'a invité à leur célébration traditionnelle à Munich. L'accueil chaleureux de ses parents et leur intérêt sincère pour mon travail et mon parcours m'ont donné un aperçu de ce que des dynamiques familiales saines pouvaient être, solidaires sans être intrusives, aimantes sans tenir les comptes. Ils t'aiment bien, a commenté Julia alors que nous nous promenions le soir dans le marché de Noël festif de Munich, des flocons de neige s'accrochant à ses cheveux sombres. Ils me connaissent à peine, ai-je rétorqué, toujours mal à l'aise avec une acceptation facile. Elle m'a serré la main. Ils en savent assez. Ils savent que tu rends leur fille heureuse. Pour eux, c'est suffisant. Le contraste avec l'approbation conditionnelle de ma propre famille était à la fois douloureux et éclairant. Ce que les parents de Julia offraient librement l'acceptation, le respect, l'intérêt mes propres parents l'avaient toujours lié à la conformité à leurs attentes. La croissance professionnelle a suivi le développement personnel. 9 mois après mon arrivée à Berlin, Klaus m'a recommandé pour une promotion au poste de chef d'équipe de la division santé en expansion. Tes compétences techniques t'ont fait embaucher, a-t-il expliqué. Mais ton intelligence émotionnelle et ta capacité d'adaptation culturelle t'ont valu cette promotion. L'ironie ne m'a pas échappé. Le supposé robot qui ne se souciait que des chiffres était promu spécifiquement pour ses capacités interpersonnelles.
Avec une responsabilité accrue est venue une finalité plus profonde. Remarquant le manque d'éducation au codage pour les jeunes défavorisés de notre district, j'ai commencé des ateliers le week-end au centre communautaire local, enseignant les concepts de base de la programmation à des adolescents qui n'auraient peut-être jamais envisagé une carrière dans la technologie. Ce qui a commencé comme un petit projet de bénévolat s'est étendu pour inclure d'autres ingénieurs de notre entreprise et a finalement obtenu le parrainage d'entreprise pour l'équipement et les matériaux. Ces contributions à ma nouvelle communauté m'ont apporté une satisfaction au-delà de l'avancement de carrière ou de la sécurité financière. Pour la première fois, mes ressources temps, connaissances, argent étaient partagées par un choix conscient plutôt que par obligation ou manipulation. La distinction a transformé le don de fardeau en joie. Alors que mon premier anniversaire à Berlin approchait, j'ai établi un contact limité mais intentionnel avec ma famille restée au pays. Des appels vidéo mensuels avec maman maintenaient le lien tout en respectant les limites. Des emails occasionnels avec papa restaient quelque peu formels mais exemples de pression financière. Les communications de Nathalie, je les filais soigneusement, ne répondant qu'aux messages exemples de manipulation ou de demande. Noël a apporté une petite percée. Une carte de maman avec une note manuscrite reconnaissant les schémas passés. Je réalise maintenant que nous t'avons parfois demandé plus que ce qui était juste. Le parcours de ta sœur a été difficile pour nous tous. J'essaie de mieux comprendre ton point de vue. Pas une excuse exactement, mais la reconnaissance du déséquilibre que j'avais nommé un an plus tôt. Ma carte de retour comprenait des photos de Berlin, des détails sur mon travail et mon enseignement bénévole, et une invitation pour qu'il me rende visite, quand le moment semblera opportun pour tout le monde. Une porte ouverte, mais dans un cadre de respect mutuel. Grâce à la thérapie, à l'amitié, à un travail significatif et à une reconnexion familiale sélective, j'ai progressivement assemblé les pièces d'une vie authentique, une vie basée sur le choix plutôt que sur l'obligation, les valeurs plutôt que les apparences, les limites plutôt que la biologie. La leçon la plus profonde n'est pas venue d'une confrontation dramatique, mais d'une réflexion tranquille. La vraie famille soutient votre croissance plutôt que d'exploiter vos ressources. Les personnes qui célèbrent votre succès sans s'attendre à en bénéficier, qui respectent vos limites sans exiger de justification, qui valorisent la connexion sans y attacher de conditions. Celle-ci crée la base de relations saines, qu'elles soient liées par le sang ou par le choix. Les limites financières se sont avérées inséparables des limites émotionnelles, toutes deux expressions de l'estime de soi et de l'agentivité personnelle. En protégeant mes économies des demandes de Nathalie, je n'avais pas seulement préservé des ressources monétaires, mais j'avais affirmé mon droit de déterminer mes propres priorités et valeurs. La liberté qui en a résulté n'était pas une simple indépendance, mais une interdépendance à des conditions plus saines. Des relations fondées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Des dons motivés par un soin sincère plutôt que par la culpabilité ou la manipulation. Un an après mon verrouillage financier de minuit et 57 appels en colère, je me tenais sur le balcon de mon appartement de Berlin, regardant la première neige de décembre transformer la ville. Le voyage n'avait pas été facile, laisser derrière moi la famille, le pays et les schémas familiers a nécessité un courage que je ne savais pas que je possédais. Il est resté une douleur non résolue et des relations incertaines de l'autre côté de l'océan. Pourtant, de la crise était venue la clarté. En m'éloignant des attentes toxiques, j'avais trouvé mon chemin vers une connexion authentique. En refusant de permettre l'irresponsabilité financière, j'avais créé un espace pour une contribution significative. En me libérant du fardeau du dysfonctionnement familial, je m'étais ouvert à une joie sincère. À quiconque est confronté à des exigences familiales impossibles similaires, sachez ceci, parfois, le choix le plus courageux n'est pas de se battre plus fort au sein de systèmes brisés, mais de créer des schémas entièrement nouveaux. Vos limites ne sont pas de l'égoïsme. Elles sont le fondement de l'estime de soi. Et parfois, la famille dont vous avez le plus besoin est celle que vous construisez plutôt que celle dans laquelle vous êtes né. J'adorerais entendre vos histoires sur la défense de vos limites ou la création de distance par rapport à des situations toxiques. Quelqu'un d'autre a-t-il dû faire le choix difficile entre les attentes familiales et le bien-être personnel? Laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre expérience. Votre histoire pourrait aider quelqu'un qui se sent seul dans sa lutte. Si cela a résonné en vous, veuillez cliquer sur ce bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'expériences de la vie réelle. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas que se choisir soi-même n'est pas égoïste. C'est parfois la chose la plus courageuse que vous puissiez faire.